Le sprinkler, Mini. Je pense que c'est pas parce qu'on installe l'agilité sur un organisme, une organisation, que soudainement elle va arriver Elle va pouvoir voler. Ouais, exact. Ouais, c'est exactement ça, l'image que j'ai, c'est que dans beaucoup de nos métiers, puis moi, ça me donne un peu des cas de conscience en tant que consultant en agilité ou en transformation agile, c'est qu'on est cette fée, là, on va coller des... Ouais. Là, je dis des ailes, mais ça peut être n'importe quoi, évidemment. Des plus grosses jambes. C'est ça, on va coller des appendices qui sont pas faits pour être accueillis par le corps ou l'organisme sur lequel on va les coller. Donc, on se retrouve à implanter l'agilité, mais ça peut être aussi plein d'aspects de... Bon, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup travaillé en TI. Je sais que dans les transformations de DevOps, il y a beaucoup de problématiques d'ordonnancement, de changement comme ça. Genre, je te donne un exemple. Ouais, des exemples de ça ressemble à quoi? Automatiser les déploiements quand tu as une architecture très monolithique, très rigide. Donc, tu vas avoir des équipes en disant les bonnes pratiques DevOps, Dora, whatever, c'est d'automatiser les déploiements. On a lu le Phoenix Project, on sait qu'il faut déployer plusieurs fois par jour. Alors, on va mettre en place beaucoup d'outils pour automatiser nos pipelines de déploiement. Simplement, notre architecture, ce qui est plus fondamental que le déploiement, c'est en amont de ça. Notre architecture n'est pas faite pour. Elle est très monolithique, elle est très fortement couplée. Ouais. Il y a donc un fort niveau de risque à mettre en prod quelque chose. Alors, ça veut dire qu'on va automatiser la prise de risque, c'est-à-dire que plusieurs fois par jour, on va croiser les doigts. Donc, il y a quelque chose qui va casser, on va revenir en arrière et tous ces investissements sur l'automatisation des déploiements vont pas porter des fruits. Ou même pire, si je continue ton analogie, on va essayer de continuer à bidouiller les ailes pour essayer de faire en sorte que ne pas revenir en arrière, mais continuer. On va ajouter plus d'ailes, absolument. Oui, mais on va ajouter des griffes aux ailes parce qu'on va se dire que ça va permettre de s'agripper. Puis, ouais, on va des échafaudages pour qu'elles tiennent, whatever. Mais t'as exactement compris, c'est que ça mène à plein de problèmes. Si je sors un peu de l'analogie, même si elle est cute, mais c'est ces changements qu'on met dans le désordre parce qu'on comprend pas quel est le chemin évolutif qui permet de s'y rendre. C'est pas que c'est mal d'automatiser les déploiements. Mon message, c'est pas un message conservateur, genre arrêtez de faire des changements. C'est simplement l'ordre compte. Réfléchissez à l'ordre qui est naturel. Donc, dans la nature, pour les ailes, comment c'est arrivé? Comment les ailes ont émergé? Elles n'ont pas émergé pour voler parce que ça fait pas de sens. Tu pouvais pas avoir une espèce qui un beau matin a des ailes. Tiens donc, je vais voler. Fait que c'est très, 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 très progressif. Pour voler, il faut plusieurs choses. Il faut des plumes, des ailes, mais il faut aussi un squelette très léger. Oui. Logique, right? Oui. Donc, comment les oiseaux ont eu un squelette léger? C'est qu'avant, ils étaient des dinosaures. Ils ont eu le gigantisme. Une des stratégies d'adaptation des dinosaures, c'était de devenir énorme, comme vous êtes au courant. Et quand on devient énorme, avoir un squelette léger, ça devient un avantage compétitif pour pouvoir continuer à se déplacer. Il y a aussi des problèmes de respiration. Les poumons se sont étendus d'une certaine manière, qui a pris de la place de là où il y avait des os. Donc, ils ont des os poreux. Ils ont des poches d'air. Okay. Donc, ça a aussi contribué à les alléger. Mais c'était pour devenir énorme. C'était pour une stratégie plus court terme. C'était pas pour voler du tout, là. Non, l'évolution se dit pas... Il n'y a pas d'objectif à l'évolution. Pas d'objectif. Tout est immanent. Tout doit servir maintenant ou pas. Si ça sert pas, ça survivra pas, ça sera rejeté. En fait, tu vas mourir. Exact. Donc ça doit servir. Par contre, ce que tu peux faire, c'est faire ce qu'on appelle de l'exaptation, c'est-à-dire prendre quelque chose qui a servi pour un truc et l'utiliser pour autre chose. Donc, les plumes qui apparaissent pour la parade sexuelle à la base, alors c'est ce qu'on pense, c'est ce que pensent les biologistes actuellement, c'est que les plumes, c'est des superbes... La parade sexuelle, j'ai jamais entendu ça. Ouais, la sélection sexuelle, en fait. Ouais, mais j'aime mieux parade sexuelle. L'image est là, mais on va oublier que je suis aux toilettes avec un VP pour se de parade sexuelle. On continue l'analogie, on continue ça. C'est que les plumes apparaissent parce que c'est un panneau de couleurs. Mais c'est pour dire je suis là, remarque-moi. Puis... Et plus tard, ça sert aussi pour l'isolation thermique, ça sert à d'autres choses, mais et plus tard, ça sert à devenir des plumes pour le vol. Donc, cette notion de l'ordre dans lequel les choses doivent être introduites, moi, ça me passionne. Je pense qu'on perd des millions de dollars et on crée des milliers de burn-out aussi en imposant aux gens des changements qui ne sont pas faits au bon moment et où les gens vont forcément se planter. Il y aura forcément un échec parce qu'ils n'étaient pas équipés ils n'étaient pas au bon stade. Et personnellement aussi, j'en ai un petit peu assez du discours qui consiste à dire que les changements ne passent pas, que ce soit sur l'agilité ou d'autres pratiques, comme je parlais du DevOps ou plein d'autres pratiques, que les changements ne passent pas
à cause de... Moi, j'entends 2 discours dominants. C'est la résistance au changement. Donc, c'est les gens résistent. C'est comme une disposition intellectuelle ou psychologique des gens. Ils sont renfrognés, ils veulent pas bouger, ils sont confortables dans leur état. C'est ça. Qui est l'erreur d'attribution fondamentale. Ouais, ils sont conservateurs, ils aiment bien là où ils sont, ils aiment le statu quo et tout. Ouais. Ils ont peur du changement, il y a beaucoup on leur attribue des peurs, des phobies du changement et tout ça. Fait qu'en gros, ça serait la faute des gens. Ouais. Puis parfois, il y a un discours qui se veut plus bienveillant avec les employés d'équipe, mais qui m'embête un peu aussi, qui serait de dire c'est la posture des managers et des leaders du changement, c'est le changement n'a pas été bien amené. On n'a pas assez communiqué, on n'a pas assez interviewé, fait du bottom-up, prendre tous les feedbacks. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, on a mal géré le changement. On a mal géré le changement, et tu vois qu'on est toujours dans une posture top-down, un peu directive, en disant « Ah, c'est juste... » Si seulement on avait mieux géré, les gens se seraient laissés conduire comme des moutons. Tu vois. Si j'avais mieux tiré sur les plumes du dinosaure, il aurait poussé plus vite, puis il aurait réussi à voler 100 millions d'années plus tôt. Donc, je ne dis pas que la posture de leadership du changement, l'accompagnement du changement, c'est pas important. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des organisations où il y a de la résistance personnelle ou psychologique au changement. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez du quoi. Qu'est-ce qu'on change ? Comment on change, c'est quoi nos étapes, est-ce qu'on fait les 8 étapes de Kotter, est-ce qu'on fait Kurt Lewin, ça c'est le comment. Kurt Lewin, oh boy. Le fondateur de l'OD. Donc Kurt Lewin, c'est unfreeze, change, refreeze. Donc il faut dégeler les gens, les changer, puis les regeler, c'est-à-dire parce que sinon... Ou la situation. C'est pas toujours... c'est pas toujours les gens. Donc, qu'est-ce que je disais, on parle beaucoup du comment on amène le changement. On parle du qui, c'est-à-dire la posture du leader, comment il se tient et tout ça. C'est pas que c'est pas important, mais moi j'aimerais bien parler du quoi, qu'est-ce qu'on change. Je pense qu'on fait trop les choses dans le désordre. Et le pourquoi, j'imagine. Oui, le pourquoi il est avant tout ça. Mais avant tout ça, ok. Mais avec cette... Je pousse plus loin, mais même avec cette philosophie-là, est-ce qu'on devrait même essayer d'en induire du changement ou pas juste voir, on est ici, on fait juste... mettre la radioactivité pour maximiser les chances de mutation génétique, mais pas avoir d'objectif nécessairement derrière ça, puis juste voir ce qui va arriver. As-tu un exemple, par exemple? Je te pogne sur le... Non, j'ai pas nécessairement d'exemple, mais partout, les leaders vont dire « OK, cool, là, il faut devenir plus agile ou introduire des pratiques de DevOps, puis plutôt faire ce qu'on va faire de plus, ce vers quoi on va se diriger, on le sait pas encore, mais... maximisons les chances qu'il y ait quelque chose qui change en ayant des 20% de journées de créativité ou d'innovation ou d'autres choses, mais ce que ça va donner, je m'en fous un peu. Je suis un peu donc lancer plein de choses, voir ce qui colle. Exact. Sans intention fondamentale derrière, sans dire je serai, nous serons plus agiles. Tu veux comme créer des probabilités de mutation dans l'entreprise. Puis après, elles vont être sélectionnées. Oui, moi je pense que cette façon de réfléchir, elle t'amène à penser comme ça, c'est-à-dire à dire que les changements qui vont avoir un effet positif vont rester. Donc, si j'en essaye plusieurs, je vais garder les bons. Ce qui est difficile, puis je vais te dire comment moi je réconcilie ça, mais ce qui est difficile avec juste une approche probabiliste, disons. Probabiliste. On lance un peu plein de trucs contre le mur, puis on voit ce qui colle. C'est que les succès peuvent être difficiles à reproduire. C'est-à-dire que par contre, tu vas arriver dans des super optima locaux où une équipe a trouvé un hack génial pour son contexte. Et là, le danger, c'est de dire, OK, fait que maintenant tout le monde fait comme l'équipe champion qui a réussi ce hack. Et on retourne dans le classique d'essayer de prédire les résultats. Et en même temps, c'est bien de dire aux équipes, faites tous vos petits hacks locaux, mais on sait que ça peut devenir fractal, ça peut devenir compliqué à gérer. Ils rejoignent le Randanui. Non, le fractal 0. Non, mais je connais pas ces trucs-là, mais je veux dire, en gros, ça part dans tous les sens et ça fait de la démultiplication. On a tous vécu l'équipe qui aime l'outil Intel et l'autre qui aime l'outil bidule, puis toi, t'arrives, tu dis, écoutez... prenez le même, là. On paye 2 licences. Je comprends que ça a émergé, que vous aimez cet outil-là, mais est-ce qu'on peut faire un peu de rationalisation? C'est pour ça que moi, en fait, ce que j'essaie d'amener dans la discussion, c'est de visualiser ces chemins de changement-là. Ça ne veut pas dire qu'après, on va pas soit expérimenter, soit donc partir un peu en diffusion, soit converger. Mais moi, j'aimerais qu'on les voit, ces chemins-là. On en est où dans notre évolution? Okay. Puis la prochaine étape, elle ressemble à quoi? Si je regarde mes voisins qui sont allés un peu plus loin dans l'agilité, puisqu'on parle d'agilité,
Ça semble être quoi la prochaine bifurcation, le prochain truc qu'eux, ils ont fait, qui fait qu'ils ont pu aller un peu plus loin que nous. Mais le prochain, pas celui dans 12 étapes, celui dans une étape. Parce que peut-être qu'il va pas coller pour nous, puis le prochain va être un autre qui mènera ton idée d'arbre là, derrière. Ouais, c'est ça. Moi, je voudrais trouver cet arbre, en fait. Puis il va changer dans le temps. En fait, il n'y a pas un arbre, l'arbre lui-même change, etc. Mais j'étais chez un client il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Puis ce client-là, transformation agile ratée, on parle, on essaie de comprendre. On veut des noms. Et puis... Bob Incorporé. Bob Incorporé, oui, je connais bien. Ouais. Bob Inc. Budget annuel attribué au dollar près. Au mois de septembre, octobre, on fait les budgets pour l'année prochaine, puis on touche à rien. Donc on discute, puis je lui pointe le fait que probablement c'est un gros frein à l'agilité quand le moindre demande de changement de scope en cours d'année demande tout un processus bureaucratique pour se faire approuver un changement. Complexe. Fait qu'à moins que tu aies l'idée du siècle, tu vas aller te battre contre l'organisation pour obtenir tes dollars supplémentaires ou faire prendre les dollars de Paul pour les donner à Jacques. Généralement, t'as pas envie de te battre. C'est trop compliqué d'aller se battre contre la machine. Fait que là, pareil, le reste des gains de l'agilité, l'adaptabilité, la capacité à prendre des risques accrus parce que se tromper demande des rollbacks moins graves, etc. La capacité à innover... Elle est énormément réduite. Fait que moi, je visualise un arbre, mais je suis en train de travailler pour le prouver qu'il existe. Mais je suppose qu'il y a un arbre dans lequel tous ceux qui font des budgets annuels attribués au dollar, ils partent sur une branche de l'arbre, puis les autres, ils partent dans l'autre branche de l'arbre, comme ça. Il y en a qui commencent à voler, puis il y en a d'autres qui volent pas. Eux ont continué d'évoluer vers plein d'autres choses, parce que c'est pas le tout de faire des budgets roulants, des budgets flexibles. Beyond budgeting. Ouais, c'est pas tout de faire du beyond budgeting. Tu as encore plein de choses à découvrir. Mais au moins, tu as pris cette bifurcation-là qui fait que ça va pas te bloquer. Tu comprends? Ça va pas te mettre dans un cul-de-sac évolutif. Tu pourras faire d'autres choses. Alors que... J'imagine que réglementation et loi te forcent à être dans un cul-de-sac. Ouais, mais alors c'est pareil. Tu as tout à fait raison. Je pense qu'il y a des cas où le cul-de-sac est un peu inévitable, ou en tout cas... Forcé. Mais j'aimerais bien qu'on le voie.